indiquait, c'est qu'il pensait que depuis les villes, par des politiques inspirées par la population et qui feraient pression sur leur politique, et par les PLU et par les règlements en fait, d'urbanisme liés à la ville, on pourrait faire un petit peu de place à l'agriculture biologique sur ces franges, justement. C'est une manière, comme une autre, d'imaginer, donc réinstaller donc, une nouvelle agriculture à partir de la ville. Et donc, à l'écoute de ce film, on s'aperçoit bien qu'il y a un enjeu autour des villes, d'autant plus que le circuit court et la faible distance fait que c'est une opportunité pour créer des emplois, c'est une opportunité pour éviter de polluer, puisqu'en fait, et donc de passer en bio, donc puisqu'on est à proximité des habitations, on ne met pas de pesticides. C'est une opportunité pour, et notamment c'est ce qu'on a voulu montrer dans ce projet, pour créer des interactions plus fortes entre les mangeurs, entre les habitants de la ville et le producteur. Et lorsqu'on regarde comment fonctionne un circuit court, on a une camionnette qui généralement arrive avec ses légumes, distribue et repart à vide. Et nous, on s'est vraiment posé la question de ce que pouvaient créer les mangeurs pour bénéficier aux maraîchers, enfin pour que la camionnette reparte à plein. Et c'est là où on a essayé d'inventorier un certain nombre de flux, que ce soit le compost qu'on peut produire en ville, la récupération d'eau, un certain nombre de paramètres qui pourraient permettre aux maraîchers de profiter de la proximité de la ville. Donc, pour que les deux en fait fassent que ça soit une sorte de synergie vertueuse et qu'on crée véritablement une sorte de symbiose, comme ça se décrit pour le biologique. On fonctionnerait en circuit fermé. Et donc là-dessus, sur ce terme-là, nous on s'est vraiment, en tant que designer, posé la question de comment créer ce lien entre maraîchers, entre producteurs, parce que ça dépasse le maraîchage, ça peut être aussi un peu d'élevage, etc. Donc comment créer de l'interaction au travers donc de solutions qui sont des appareillages, des équipements de quartier, qui sont des véhicules, pour que cette interaction entre les habitants et le maraîcher se fasse le mieux possible. Voilà. Alors, je vais demander à Philippe d'intervenir, mais j'aimerais bien le faire à travers une phrase que j'ai retrouvée dans un de tes articles, et notamment sur ce qu'inspire déjà votre propos, c'est-à-dire on n'est pas dans des économies planifiées, on est dans des économies libérales. Et alors là, c'est plutôt à l'architecte urbaniste que je fais appel. Quand tu dis l'architecte urbaniste mandaté pour développer les projets, que la somme des volontés individuelles échoue à faire aboutir. Alors, c'est une étrange phrase qui à la fois dit la volonté de cet architecte urbaniste et en même temps la difficulté, voire peut-être l'impossibilité d'agir. Comment interpréter cette parole, et surtout à l'aune évidemment des propos de nos amis Faltasi. Il y a des enjeux liés à l'aménagement du territoire qui échappent complètement à la somme des volontés individuelles. Autant sur des projets de type horticole, comme ceux que vous évoquez, le recours au coopératif et à l'individuel est tout à fait envisageable. On ne peut par contre pas du tout régler les questions d'équité territoriale à partir du coopératif. Or, le territoire d'aujourd'hui est d'abord le territoire de la ségrégation, et donc le premier enjeu sur le territoire, c'est d'arrêter ce type de ségrégation. Donc voilà pourquoi, finalement, on a, en fonction des différentes échelles, besoin de mettre en œuvre des outils très différents. La question du local, qui est essentiellement posée par la proposition de Faltasi, elle, est celle à partir de laquelle on peut le mieux engager tous et chacun, collectivement et individuellement. Les exemples de ce qu'on appelle les AMAP, les associations de maintien de l'architecture paysanne, sont très clairs sur ça. Ce sont bien sûr la plupart du temps des sociétés coopératives et qui d'ailleurs souvent font de la réinsertion sociale, qui produisent la plupart du temps bio aussi, et là pour le coup en périphérie des villes,
et simplement par l'engagement, hein, puisque la relation entre le producteur et le consommateur est directe. Ici, le lien se fait et implique tout le monde. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas avoir une position unique. Il faut vraiment se référer aux différentes échelles. Avant de savoir exactement ce que vous allez nous proposer, je dois vous dire que moi j'ai toujours un certain souci, mais qui ne s'adresse pas à vous directement, mais qui est un souci général sur la façon dont aujourd'hui on regarde le territoire. Il y a, sous prétexte que 70% de la population en Europe habite dans les villes, il y a une hégémonie de la pensée urbaine sur le territoire. On va dire même métropolitaine sur le territoire, qui m'apparaît comme une espèce de paresse de la pensée. Grosso modo, on se plie aux chiffres et on s'arrêterait là. Alors c'est vrai que quand on revendique l'égalité, les chiffres, c'est ce qui compte. Moi, l'équité m'intéresse davantage. Donc je suis plus intéressé par ceux qui sont peu nombreux que par ceux qui sont beaucoup, même si, bien sûr, mon métier, c'est de régler aussi la question de la vie de ceux qui sont beaucoup, là. Mais ce n'est pas parce que les métropoles abritent le plus de monde que le reste du territoire est sans intérêt. Or, en France, on a cette vision assez terrible d'un territoire qui serait composé par les métropoles et relié par les grandes infrastructures. Tout le reste, finalement, c'est sans intérêt. C'est tellement sans intérêt qu'on enlève les postes, qu'on ferme les écoles, qu'on enlève les hôpitaux, qu'on ferme aussi les tribunaux. En tout cas, nous, on a voulu prouver le contraire durant ces conversations. Voilà. Ce qui veut dire que quand on aborde cette relation ou cette tentative en cours, ou en tout cas mouvement en cours d'intégrer l'agricole dans l'urbain, il faut faire attention. Et je pense qu'il faut être très précis sur les mots. Parle-t-on vraiment d'agriculture? Et je vous ai entendu parler d'élevage. Bon, là, voilà. Donc c'est très important. Oui, soyons clairs sur ça. Et comment dire, regardons même si ce n'est pas que de l'horticulture dont on parle. Analysons aussi les pratiques qui sont déjà à l'œuvre. Qu'est-ce que c'est que les jardins ouvriers, puis familiaux, par rapport aux jardins partagés, aux jardins de réinsertion? Comment ils fonctionnent déjà? Qu'est-ce que ça a réussi à produire comme lien social, ce qui est le cas? Sans doute plus avec les jardins partagés qu'avec les jardins familiaux, qui sont grosso modo des maisons secondaires, hein, pour ceux qui n'en ont pas, ou en tout cas... je pense que l'analyse de toutes ces pratiques-là sont très utiles. Et ensuite, il me semble que quand on fait une proposition urbaine, et là c'est pour ça que j'attends avec impatience ce que vous allez faire, il faut être totalement inventif et pas du tout dans le romantisme d'une pratique agricole ancienne. Voilà une bonne introduction au projet. Est-ce qu'on vous dévoilez vos images? Oui, on va regarder les images. Donc oui, déjà, juste pour répondre, il n'est pas donc dans notre intention, via les projets qui vont être présentés, d'effectivement d'insuffler de l'agriculture en zone urbaine, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui en campagne. Forcément, là, il s'agit plus de... D'autant plus que moi, je voudrais aussi rebondir sur le propos. Il y a une question que vous n'avez jamais abordée, c'est le prix du foncier. Parce que, je veux dire, on peut toujours projeter l'idée qu'on va réimplanter d'une façon ou d'une autre, et j'espère inventive, cette horticulture citadine. Et j'aime bien le terme, je pense que c'est important de le préciser, effectivement. Maintenant, on sait pourquoi ça a été évacué à l'extérieur aussi. C'est bien parce qu'il y a eu des spéculations foncières et que les agriculteurs ou les quelques-uns qui étaient en proximité de ville ont été rejetés plus loin. Enfin, bon, il y a plein de terres agricoles qui ont été transformées en villages périphériques, autres. Donc on sent bien que s'il faut revenir, enfin, ou s'il faut réaffecter des pièces de terrain qui sont aujourd'hui des zones commerciales ou des zones ex-industrielles, il faut qu'il y ait une préemption de la part des autorités, en tout cas, parce que si on laisse la liberté aux spéculateurs de faire les choses, ça n'arrivera jamais, malgré toutes les bonnes volontés, non? Tout à fait. Une des solutions qui est justement esquissée dans ce film, c'est la location.
c'est d'éviter justement l'achat. Et donc c'est simplement de pousser, donc pour l'autorité, hein, c'est au niveau réglementaire, de pousser à ce que les propriétaires gèrent et défrichent de manière comment dire, pour des raisons. Alors donc il y a notamment un certain nombre d'articles du code rural qui imposent notamment que les friches soient entretenues pour des raisons de risque d'incendie. Donc à l'aide de ces outils réglementaires, on peut pousser les propriétaires à mettre en location. Et ça suffirait déjà à produire. Donc l'enjeu n'est pas de faire muter ou de vendre ou des véritables achats de terres, c'est simplement de trouver une destination à ces terres autre que la friche. Là, tu parles de friches, comment dirais-je, de verdure. Et moi, je pense, au travers de votre projet, aux prochaines friches qui vont inévitablement arriver, qui sont des friches de zones commerciales. Donc, elles sont goudronnées. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors là, ça c'est pas quelque chose qu'on a anticipé. Là, on a vraiment parlé simplement de terrain vraiment fait de terre, qui n'est pas spécialement pollué, mais qui est simplement enclavé ou mal situé, ou avec un relief ou des caractéristiques qui font qu'il est trop petit pour être utilisé par un grand maraîcher, mais qui au contraire sont très en phase avec des toutes petites infrastructures ou des toutes petites exploitations. Ça pose vraiment la question du rapport au sol et pas simplement de la propriété. Parce que quoi qu'il arrive, en situation urbaine, on est dans des logiques de foncier qui sont des logiques économiques très fortes. La notion du hors-sol est une notion tout à fait pertinente en ce qui concerne l'horticulture. Hein. Dans le cas de Nantes, en plus, il y a quelque chose de singulier qui se passe, c'est que Nantes ne réussit pas, enfin Nantes Métropole ne réussit pas à remplir toutes ses ZAC. Quand je dis ZAC, c'est-à-dire tous les projets urbains en périphérie sont plus ou moins arrêtés au profit de la construction dans le centre ancien. C'est-à-dire qu'il y a plus de permis de construire aujourd'hui dans la partie ancienne que dans la périphérie, ce qui commence à être aussi un discours nouveau, c'est-à-dire que l'intérêt qu'il y a à réhabiliter les villes est plus intéressant que celui de l'étendre, on le sait bien, et les gens le vivent aujourd'hui. C'est plus simplement un discours, c'est une réalité, quoi. Oui, c'est juste. Oui, le sujet, c'est bien celui-ci, c'est de faire d'une sorte de contrainte future, celle d'avoir à reconcentrer les villes pour éviter trop d'allées et venues, et donc de manière à ce que les habitants soient toujours dans une zone d'accessibilité fonctionnelle. C'est de faire de cette contrainte-là une opportunité pour se dire tout ce qui était dans des sortes de zones NA qui seraient à destination future construite ne le soit pas, ne mute pas, et que l'autorité fasse ce qu'il faut pour bien le dire aux propriétaires, de manière à ce que cette zone-là devienne véritablement une ceinture verte opérante. Alors c'est vrai que pour ça, il faut sûrement créer des signes sur le territoire qui doivent le montrer. On pense donc notamment nous à dessiner un certain nombre ou à venir déposer des sortes de fermes temporaires qui seraient donc élaborées à partir de préfabriqués pour venir construire très très vite sur ces territoires et les marquer, les jalonner de ces fermes en fait qui permettraient très vite en l'espace d'une saison de mettre en place déjà un premier programme de production. Et puis tout doucement, après, là, c'est le jeu des corridors verts, des voies vertes, etc., pour les relier, pourquoi pas, et pour marquer en fait une sorte de ceinture et de faire un petit peu une sorte d'histoire des villes à l'envers, puisqu'on a généralement conquis nos fermes, enfin nos zones, par exemple à Paris, l'enceinte des fermiers généraux, elle a été conquise par l'immobilier. Là, c'est de faire le contraire des terres qui étaient à vocation immobilière, qu'elles redeviennent à vocation verte et que ça se dessine. Donc, au départ, donc, ça part de ces fermes construites en préfabriqué, là, avec des sortes de hangars qui seraient entoilés, comme des grandes tentes, en fait, des vélums, de manière à poser ça sans trop
de contraintes physiques. Il y a pas de, on ne va pas faire de fondation, etc. On va vite construire des hangars, etc. Donc de manière légère.